Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro du 7-8 Europe, une émission enregistrée une nouvelle fois au Parlement européen. Ce mois-ci, nous sommes à Bruxelles et contrairement au numéro précédent, et pour conclure cette saison européenne, deux invités en plateau, pas d'eurodéputés franciliens ce mois-ci, mais des experts des questions européennes. Charles de Marcilly, responsable du bureau de Bruxelles et de la Fondation Robert Schuman. Vous publiez des études sur l'Union européenne, et Jean-Sébastien Lefebvre, chef du bureau de Bruxelles du journal Contexte, spécialisé notamment sur les questions de politique européenne. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Cette émission, je le disais, est un peu spéciale. Du coup, c'est la dernière du 7-8 Europe pour TV 78. On va tenter d'éclairer les électeurs de demain, décrypter cette Europe, mais surtout les élections européennes. Elles sont prévues pour mai 2019 et pourraient déboucher sur une recomposition d'ampleur du paysage politique. Europhiles et eurosceptiques en sont convaincus. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, nous sommes allés à la rencontre des Yvelinois pour recueillir leurs questions et leurs impressions sur ces futures élections. On tentera ensuite de répondre à leurs questions. On les écoute. C'est vrai que l'Europe va pas, donc à les entendre, ils vont tout faire, ils vont tout casser, mais finalement, on voit pas le bout, quoi. Eh bien, comme je ne les connais pas, j'aimerais bien savoir ce qu'ils font. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. On a Emmanuel Macron actuellement au pouvoir qui devait tout bouleverser. On s'aperçoit en fait que c'est une marionnette comme les autres, quoi. Bon, il a le poste, il est content, en plus il est jeune. À quoi sert un député européen ? Quelles sont ses fonctions précisément tous les jours ? Et puis globalement dans l'année, qu'est-ce qu'il gère en fait ? J'aimerais savoir en quoi l'Assemblée européenne peut avoir une influence sur la politique de migration. Est-ce que chacun fait ce qu'il veut ou est-ce que l'Europe c'est un ensemble ? Voilà le sujet. Que souhaitez-vous au niveau d'écologie ? Parce qu'aujourd'hui, donc ce que l'on voit, c'est qu'on construit à tour de bras, surtout en région parisienne, et bon, on laisse la nature se dégrader et rien ne se passe. La question qui se pose actuellement, c'est est-ce qu'ils écoutent le peuple ? Sujet de l'immigration, sujet de l'environnement. Bon, on ne sait pas trop ce qui se passe. Alors, beaucoup d'interrogations. Visiblement, quand il s'agit de l'Union européenne, beaucoup de questions se posent, d'interrogations. Il faut planter le décor déjà et donner les clés aux futurs électeurs. Nous rappeler peut-être le rôle d'un eurodéputé. Est-il le même qu'un député français à l'Assemblée nationale, Charles de Marcilly ? Est-ce qu'on peut comparer ces deux rôles-là ? Le rôle de l'eurodéputé, c'est de voter les lois qui sont proposées par la Commission européenne et qui sont ensuite discutées avec le Conseil qui représente les États membres, les capitales. Et donc le député les étudie, les regarde en fonction de sa force politique, en fonction aussi quelque part de sa nationalité, de son côté régional, de sa thématique. Est-ce qu'il va siéger en commission en charge des questions agricoles ou des questions de marché intérieur ? Et donc c'est ce mélange de ces différentes casquettes qui fait qu'à la fin, il doit lever le pouce pour dire oui, je soutiens tel article, tel amendement, tel texte de loi proposé par la Commission, ou au contraire, je vote contre. A-t-il assez de pouvoir, cet eurodéputé Jean-Sébastien Lefebvre ? C'est parfois une critique qu'on peut entendre, le manque de démocratie dans les institutions européennes. A-t-il assez de pouvoir aujourd'hui ? Alors, ça dépend sur quel sujet. Sur certains sujets, un député européen a beaucoup plus de pouvoir et de marge de manœuvre qu'un député français. Par exemple, quand il s'agit de faire, par exemple, le règlement sur la protection des données personnelles, un député européen a beaucoup de pouvoir puisqu'il doit approuver le texte et être d'accord avec donc, le Conseil des ministres de l'UE. Sur tout ce qui est environnement aussi, ils ont beaucoup de pouvoir puisque beaucoup de compétences sont à Bruxelles. Donc pareil, c'est de la codécision, ils doivent être d'accord pour que ça puisse être approuvé. Ouais. À l'inverse, par exemple, sur la zone euro, ils ont très peu de pouvoir puisque la zone euro est avant tout gérée par les gouvernements directement quand ils se réunissent en sommet européen avec les dirigeants, etc. Donc sur ce sujet, moins de pouvoir, mais sur plein de choses qui sont très importantes pour la vie quotidienne. Sur l'agriculture, par exemple, on va réformer la politique agricole commune dans les prochaines années. Le Parlement européen a la moitié du pouvoir puisqu'il doit codécider le texte. Alors, petite précision, aujourd'hui, 751 députés au Parlement européen. En 2019, ça sera 705 du fait du Brexit. Moins d'eurodéputés. Pourtant, la France, elle en récupère 5. Comment on explique cette balance un peu paradoxale ? Alors en fait, dans la précédente répartition, la France avait 74 députés et on remarquait qu'en fait un député européen français représentait beaucoup trop de citoyens
par rapport à la population que dans d'autres pays. Donc du coup, il y avait quand même un déséquilibre, même si c'est jamais tant de députés pour tant de citoyens, parce que sinon certains États seraient très peu représentés, comme les plus petits, le Luxembourg par exemple. Donc du coup, il s'agissait quand même de rétablir un peu l'équilibre pour la France. Du coup, on lui a accordé 5 sièges supplémentaires. Donc dans la prochaine législature, après 2019, il y aura 79 députés français. Ce qui fait de la France la deuxième délégation, toujours, après l'Allemagne, qui sera toujours, je crois, 96 députés. Voilà. Ce qui veut dire que la France va avoir plus de poids politique au sein du prochain Parlement européen. La voix de la France va se faire plus entendre dans les décisions futures à venir ? Oui, mais non. Ou non, mais oui. Ça va dépendre au sein des groupes politiques. Donc les eurodéputés siègent par force politique, droite, gauche, vert, les extrêmes, les non-inscrits, qui est une non-force politique. Et là, ce qui est intéressant, c'est d'avoir Stéphane Levier avec beaucoup de députés concentrés dans ces groupes, parce que c'est eux qui vont décider de l'agenda, de la répartition des postes à la responsabilité, qui va être président de commission, qui va obtenir le rapport que tout le monde veut, qui au contraire va obtenir le rapport que personne ne veut. Et donc là, il y a un poids qui est fondamental au sein des groupes. Ils vont faire ensuite une sorte de coalition, alors un peu la grande coalition au niveau allemand, ce qu'on a aujourd'hui, avec la droite et la gauche qui s'associent pour soutenir les textes proposés par la Commission européenne. Et donc si vous avez beaucoup de députés mais qui sont éparpillés, collectivement votre poids est assez faible. Si vous avez des députés qui sont assez concentrés, collectivement votre poids est renforcé. Une nouvelle question cette fois-ci d'un élu local, un élu de Maurepas. Bonjour, Michel Chapa, je suis élu de Maurepas et je suis élu communautaire à Saint-Quentin-en-Yvelines. Moi, quand j'ai une question relative à la France, que je veux m'adresser à mon député, je sais à qui m'adresser. Par contre, quand j'ai une question sur l'Europe, je ne sais pas à qui m'adresser, à quel député européen m'adresser. Je ne sais même plus qui sont les députés européens élus dans les Yvelines. Alors cet élu regrette que les eurodéputés en Ile-de-France soient méconnus. Précisons que ça ne va pas forcément s'arranger pour les prochaines élections puisque c'est fini en gros les circonscriptions. Une seule liste par parti pour toute la France. Ça va éloigner du coup l'électeur encore des eurodéputés ? Alors c'est une des questions qui a été soulevée au moment de cette réforme en France. Alors il faut savoir que c'est vraiment chaque pays qui décide comment il veut organiser. Tout le monde n'a pas le même fonctionnement. Tout le monde n'a pas le même fonctionnement. Ça peut être une liste nationale ou des listes régionales. Chaque pays adapte en fonction de ses particularismes. Alors le plus grand risque, je dirais, c'est effectivement un éloignement, mais un éloignement dans le sens aussi dans la constitution des listes. Parce que le fait qu'avant les listes étaient régionales, ça forçait les partis quand même à mettre des personnalités régionales dans chaque circonscription pour pouvoir récolter des voix, etc. Là, comme c'est au niveau national, cette obligation est plus nécessaire. Et la crainte de certains élus aujourd'hui au Parlement européen, c'est de se dire oui, mais moi je suis avant tout un élu régional plus qu'un élu national, et du coup je risque de disparaître de la prochaine liste commune qui va être faite. Donc oui, potentiellement. Après, est-ce que même aujourd'hui avec les listes régionales, tout le monde connaît son député européen ou autre? Pas forcément. Charles de Marcilly, votre avis là-dessus? Pourquoi Emmanuel Macron a fait ce pari d'une liste nationale? Il estime que justement il faut renforcer ce que j'exprimais tout à l'heure, ce côté d'être très fort au niveau des groupes politiques ici, et donc dans ce critère-là, cette logique-là, la liste nationale l'y aide, parce qu'il va dire voilà, si vous avez voté pour ma liste ou la liste de la droite ou de la gauche, ensuite on sait où est-ce qu'ils vont siéger ici, donc il y aura quelque part ce renforcement et éviter d'avoir cette disparité. Le second élément, c'est que comme lui il n'avait pas de force politique existante, il n'a pas aujourd'hui d'eurodéputé, c'était aussi compliqué pour lui d'aller chercher au niveau régional parce qu'il lui manque des gens connus aussi. Oui, les profils personnels, ça on verra dans une suite, mais même dans une suite de logique politique, si vous n'avez pas cet échelon local, puisque c'est un parti qui a moins de 2 ans, quelque part il était aussi embarrassé. Donc là il y a une logique politique tout à fait rationnelle de la part du président et du gouvernement en place. Et puis il y a un troisième élément sur le volet de communication, oui, qu'on ne les connaît pas assez, mais là c'est assez particulier, parce que par exemple les Français sont friands de politique, vous avez 200 à 300 émissions politiques par mois en France, on est en train d'en faire une, donc vous en avez tout le temps, sauf que c'est la prime à celui qui va être basé à Paris. Sauf que si vous voulez peser à Bruxelles ou à Strasbourg, il faut être présent à Bruxelles ou à Strasbourg. Donc bravo à vous, parce que vous venez faire votre émission ici, mais ce n'est pas le cas des 199 autres émissions que l'on a chaque mois. Donc vous avez aussi cette ambiguïté entre on veut les connaître, mais si on les fait se déplacer à Paris 3 fois par semaine, ils ne feront pas le boulot ici. Donc est-ce que vous voulez mieux les connaître ou qu'ils fassent mieux leur boulot? On verra ça en mai prochain, en tout cas lors des prochaines élections. Avant de poursuivre cette émission, retour en arrière avec un peu d'histoire. Tous les mois, TV78 vous fait découvrir le parcours des hommes et femmes politiques qui font le vieux continent. Aujourd'hui, retour sur le parcours d'un ancien président du Parlement européen, justement, l'Allemand Martin Schulz, élu de 2012 à 2016.
2016. Son parcours avec Philippe Le Guen, directeur de l'association Jean Monnet de Bazoches-sur-Guyonne dans les Yvelines. Oui, alors Martin Schulz, c'est aussi un personnage qui a eu un parcours assez original, puisque il est sorti du système scolaire sans bac, et il a fait une formation professionnelle de libraire. Et donc, au début de sa vie, il a été libraire, et donc il a un goût d'ailleurs toujours très prononcé pour les livres. Et parallèlement, il s'est engagé dans le SPD, donc local de sa région de Rhénanie, d'où il est originaire. Et il est donc le SPD, le Parti social démocrate allemand, équivalent un peu du Parti socialiste en France. Et il a gravi aussi les échelons, mais assez vite, puisqu'il est devenu d'abord conseiller municipal de sa ville, et ensuite il est devenu maire assez jeune. Il a été même le premier bourgmestre le plus jeune d'Allemagne, ce qui ensuite l'a propulsé un petit peu au niveau de son parti. Il s'est fait remarquer, il a été ensuite candidat pour les élections européennes, et très tôt il s'est trouvé député européen. Il a fait finalement toute sa carrière politique en tant que député européen. Je crois que Martin Schulz est avant tout un Rhénan. Vous savez que la Rhénanie en Allemagne, c'est quand même une mentalité particulière. C'est le Rhin. Le Rhin est un fleuve qui traverse plusieurs pays. C'est des territoires de frontières. C'est des territoires qui, au cours de l'histoire, ont été souvent occupés ou ont connu des guerres, ont changé de possession au fil des ans. Et donc les Rhénans ont un attrait particulier, sûrement, pour leurs voisins, pour les pays voisins, peut-être plus que d'autres régions allemandes. Et Martin Schulz, de par la région d'où il vient, qui est une région proche de la Belgique, parle très bien le français, parle très bien l'anglais effectivement, mais aussi des langues comme l'italien ou même le néerlandais. Donc je crois qu'il a été très jeune attiré par les cultures des pays voisins, et tout naturellement, quand on est dans ce profil-là et qu'on est un homme politique, eh bien on s'oriente vers la politique européenne, vers la prise de décision au niveau européen. Et je crois que au fil des années, en plus, il a eu un goût très prononcé pour cela. Il a été très très actif au Parlement européen, puisqu'il en a même été devenu ensuite le président. Et je crois que d'ailleurs que son mandat de président a marqué l'institution dans le sens des réformes qui ont été entreprises à cette époque. Martin Schulz, candidat malheureux aux dernières élections législatives en Allemagne, a-t-il été un bon président du Parlement européen entre 2012 et 2016 ? A-t-il permis à cette institution de se faire plus connaître auprès des Européens, Jean-Sébastien Lefebvre ? Je pense que oui. Il avait cette particularité de vraiment vouloir faire exister le Parlement européen dans le jeu politique à Bruxelles et aussi dans les opinions publiques. Par exemple, en France, on a pu le voir à l'émission Le Petit Journal, ce qui était une première pour un président du Parlement européen. Après, à Bruxelles même, il laisse un avis mitigé parce que c'était à la fois quelqu'un qui était capable de construire des choses, mais qui avait parfois une pratique un peu brutale du pouvoir. Il malmenait ses députés de gauche, parce que lui était censé être socialiste, et était critiqué parce qu'on disait mais parfois il est plus à droite que le centre, les libéraux, etc. Donc c'était, on va dire, un président du Parlement européen important. Maintenant on verra comment son héritage vit, parce que ça fait juste 1 an et demi, 2 ans qu'il est parti, donc il faut encore un peu tôt pour juger. Aujourd'hui, c'est l'Italien, alors je ne sais pas si je vais bien prononcer son nom, Antonio Tajani, qui l'a remplacé. Pareil, alors vous faites la moue, visiblement, si ça va. Du coup, qu'en est-il de son successeur ? Arrive-t-il lui aussi à marquer de son empreinte le Parlement européen ?
C'est là où on voit l'Europe, c'est qu'on a deux profils qui répondent totalement à leur identité nationale transposée au niveau européen. Martin Schulz, c'est aussi l'homme de la grande coalition ici au Parlement avec la Commission, qui a bénéficié des nouveaux pouvoirs octroyés au Parlement européen avec le traité de Lisbonne en 2009, qui, oui, comme Jean-Sébastien le citait, a essayé de beaucoup communiquer, un vrai talent d'ailleurs linguistique, anglais, français, superbe, et puis allemand. Antonio Tajani, un très bon français, son anglais est plus bruxellois, donc une vision un petit peu différente, et puis aussi une volonté d'être présent partout, un petit peu à la politique italienne, donc il sert beaucoup de main, mais il va moins se projeter sur le côté opinion publique, et donc là je crois que c'est assez caractéristique de ces différentes d'approches. Et puis cette volonté pour Martin Schulz vraiment d'être collé à l'approche de la Commission avec cette grande coalition, ce qui n'a pas été pris par ses successeurs, alors qu'Antonio Tajani est un peu plus clivant et vraiment va essayer de renforcer ce côté du PPE, de la droite européenne, donc là c'est pas les mêmes logiques politiques. On va revenir au scrutin de mai prochain. Plusieurs questions se posent, notamment qui sortira vainqueur. Évidemment, on n'a pas la réponse aujourd'hui. La droite, une nouvelle fois, le PPE, Emmanuel Macron et éventuellement son mouvement qui pourrait chambouler la donne politique. Est-ce que les socialistes vont-ils complètement disparaître du Parlement européen? Les eurosceptiques vont-ils se renforcer une nouvelle fois, comme beaucoup l'annoncent ici en Europe? Beaucoup de questions donc. Quels sont les principaux enjeux de ce scrutin selon vous? Si on peut résumer ça en quelques phrases, en quelques problématiques. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que le Parlement européen fonctionne sûrement sur un principe proportionnel. C'est-à-dire qu'ici, il n'y a pas de groupe majoritaire à lui tout seul. Donc la question, c'est une fois qu'on les gens auront voté, c'est comment on pourra former des majorités quand il faudra voter un texte. Aujourd'hui, pour former une majorité, il vous faut entre 2 et 3 groupes au minimum pour faire approuver quelque chose. La question demain, c'est est-ce qu'il n'en faudra pas 4 ou 5 du fait d'un éclatement plus grand des voix? Parce que ce qu'il faut voir, c'est que peut-être qu'en France, ça serait Emmanuel Macron qui va gagner les élections européennes. Ça ne sera pas le cas forcément dans les autres pays. Ça ne sera pas forcément le cas partout. Et normalement, ça devrait être le Parti populaire européen, donc la droite, les Républicains, qui sera toujours le plus gros parti au Parlement européen. Mais moins important. On estime qu'il pourrait tomber sous 200 sièges. Donc 200 sur 705. Ce qui fait qu'il va falloir trouver une manière de gouverner. Parce qu'en plus, le problème sera l'augmentation probable du nombre de sièges pour les eurosceptiques ou carrément europhobes pour les plus extrêmes. Et le problème avec ces partis, c'est que souvent ils ne jouent pas le jeu complet de la démocratie parlementaire. Ça veut dire que même si parfois ils pourraient être d'accord avec une mesure, ils refusent de la voter par principe parce qu'ils disent que de toute façon c'est pas bien l'Europe ou ça devrait être géré au niveau national, etc. Donc c'est ça, la question c'est est-ce qu'on aura un Parlement européen qui pourra voter des textes cohérents et sans trop les diluer non plus, parce que si vous êtes obligé d'aller chercher des soutiens très à gauche et très à droite, à la fin vous avez quelque chose qui ne veut plus rien dire. Visiblement le PPE pourrait rester le premier parti au Parlement européen. Est-ce que ça veut dire qu'Emmanuel Macron ne va pas réussir à faire la même chose sur le vieux continent comme en France, il a pu le faire en 2017? Est-ce que l'Europe et la France en grand, politiquement, aujourd'hui, je dirais non. Le système n'est pas le même. Il faudra trouver des coalitions. Personne ne peut arriver à gérer tout seul. C'est un système très différent du Parlement français, finalement, où il y a un groupe majoritaire qui vote, on va dire, presque tout seul. Ici, c'est un modèle à l'allemand, en fait, qui s'applique au Parlement européen. C'est un modèle de coalition. Donc, vous avez ça, d'ailleurs, dans les 3/4 des systèmes politiques au niveau européen. Oui, c'est nous qui sommes différents. Enfin, c'est le système français qui sont un peu différents, avec le poids du président de la République, moins du Premier ministre. Donc, c'est assez particulier. Donc, on ne peut pas le dupliquer complètement à Bruxelles, ce qui fait que la logique française de disruption totale n'est pas la même. Ou si c'est la même, elle ne conduira pas à mettre en avant des forces pro-européennes, mais plutôt des forces eurosceptiques ou europhobes. Donc il y a des éléments qui peuvent être comparés. Le rejet, par exemple, des élites dites traditionnelles. Ça s'est joué au niveau français, ça se joue quasiment partout aujourd'hui en Europe, si on regarde les 12 derniers scrutins au niveau européen. Donc là, il peut y avoir une crainte. Mais ceux-là ne vont pas se rejoindre juste sur le rejet de la vieille politique. Donc c'est là où il va falloir regarder, c'est quels sont les enjeux réellement européens, sur quoi est-ce qu'on veut pousser, le côté l'Europe qui protège, pour simplifier, tout le monde est plus ou moins d'accord, même si vous avez par exemple des partis comme le Front National qui ne votent pas, et c'était soulevé par Jean-Sébastien, qui ne votent pas quand on vote sur Schengen, sur quoi que ce soit, comme c'est proposé par la Commission et que c'est l'Union Européenne, on vote contre, y compris des choses pour lesquelles eux essayent de plaider au niveau national, donc vous avez cette ambiguïté, il faudra en sortir.
Et puis si vous avez l'ensemble des eurosceptiques, pas les europhobes. Les europhobes veulent tout détruire, les eurosceptiques veulent en fait le statu quo et baisser un petit peu le transfert de compétences, vont jouer contre les pro-européens, même si on voit, y compris par exemple chez les Républicains en France aujourd'hui, que le côté pro-européen est à mettre avec 2, 3 ou 4 guillemets, parce que vous avez cette distinction. Est-ce qu'on va vers vraiment sur le côté Macron qui a fait campagne au niveau européen, qui a mis ça comme un élément de clivage avec les autres forces politiques, et ça a fonctionné. Est-ce que ce sera suffisant pour gagner les prochaines élections européennes compliquées? Et donc là, je crois qu'il faudra parler du contenu du programme et pas seulement du slogan ballon bleu et drapeau. Et justement, sur le programme, un mot rapidement avant notre dernier module, comparaison avec les autres pays européens. Je voulais savoir, selon le dernier sondage Eurobaromètre, la lutte contre le chômage des jeunes et le terrorisme avec l'immigration seront les 3 thèmes de campagne majeurs pour ces élections. Vous êtes d'accord avec ça, là-dessus que ça va se jouer? C'est probable. On voit que le grand slogan, comme disait Charles, ça va être l'Europe qui protège. Alors après, on peut mettre un peu ce qu'on veut dedans. Est-ce que c'est du social? Est-ce que c'est de l'identité, mais ça va l'immigration? Qui... Oui, avec tout ce qui s'est passé ces dernières années, les craintes pour l'avenir, la guerre commerciale avec Trump, les relations tendues avec la Russie ou autre. En général, ça va être la question de comment faire en sorte que l'Union européenne perdure et se défende face aux potentielles agressions extérieures. Charles de Marcilly, une chose à rajouter sur ces thèmes de campagne? Le premier élément auquel l'Union européenne n'apporte pas de réponse parce que les États membres ont des visions trop différentes, ça va être le volet migratoire. Pas la question des réfugiés, le volet migratoire au sens beaucoup plus large. Et qui par extension va toucher la question de la sécurité, du terrorisme bien entendu, mais aussi de l'identité. Et là on voit que... Des sujets finalement assez anxiogènes, que des sujets anxiogènes. On parlera moins d'Erasmus, on parlera moins de la transition énergétique, ça fera partie des programmes, mais ce sera le 40e point. Les 3 premiers points, ce sera Schengen, zone euro et comment on fait pour avoir davantage de boulot. Justement, on en vient avec notre rubrique et chez nos voisins, ça se passe comment? Intéressons-nous ce mois-ci à nos déchets. Un Français produit 511 kilos de déchets ménagers par an, mais que deviennent ces déchets? Où en est le recyclage en Europe? On fait le point avec Olivier Janouex, responsable du Centre Europe Direct à Saint-Germain-en-Laye. Le recyclage est une question qui est importante pour l'Union européenne car derrière le recyclage, en fait, il y a un objectif environnemental et il y a aussi un objectif économique. La quantité de déchets ménagers produits dépend du pays et dépend aussi du niveau de vie du pays. Si on prend quelques exemples, par exemple, les Danois sont les plus pollueurs avec 759 kilos de déchets ménagers produits par an et par habitant. Le moins pollueur, c'est la Roumanie, avec seulement 254 kilos de déchets par an. La France, elle, est dans la moyenne européenne, avec en moyenne 511 kilos de déchets. Tandis que si on compare avec notre voisin allemand, lui, qui est à 618 kilos de déchets par an. Le taux de recyclage dépend aussi de ce qui est prévu dans le pays. Par exemple, on disait l'Allemagne avec 618 kilos de déchets, est quand même un gros pollueur, mais elle arrive en premier dans les pays qui recyclent. Alors par exemple, l'Allemagne recycle ses déchets ménagers à plus de 66,1%. Elle est suivie par l'Autriche à 56,9% et la Slovénie à 54,1%. La France, elle est en 5e ou 6e position avec 35,9% de recyclage. La valorisation des déchets correspond concrètement en fait à la réutilisation des déchets pour une autre utilisation ou notamment pour la production d'énergie. Par exemple, en la matière, c'est l'Autriche qui est première du classement avec 175% de déchets compostés. Elle est suivie par le Danemark et les Pays-Bas. La France, elle, est en 6e position avec 87 kilos de déchets compostés par an. Alors après, on peut toujours un peu, affiner l'analyse parce que la revalorisation des déchets, tout dépend aussi dans quel secteur on les revalorise. Par exemple, tout ce qui est les déchets plastiques peuvent être réutilisés, que ce soit dans l'industrie, dans l'automobile, dans la construction, le BTP et ainsi de suite. Au niveau européen, on recycle 31,1% de déchets plastiques, tandis qu'on les valorise à hauteur de 41,6%. Le choix est laissé à chaque État. Tout dépend du système que les États ont
mis en place. Alors, concernant la France, traditionnellement, on était sur un système où, grosso modo, on laissait les déchets à l'air libre, on les enterrait. Ce n'est pas le parti pris d'autres pays européens. On a par exemple l'Allemagne qui a mis en place un système de consigne où en fait, dès que vous avez des déchets, que ce soit des bouteilles en verre usagées ou des bouteilles plastiques, vous allez dans n'importe quelle supérette et puis vous les mettez à la machine, vous les mettez dans la machine et la machine vous donne de l'argent en retour. On a d'autres États qui, eux, ont décidé concrètement d'incinérer les déchets. On parlait il y a quelques instants des thématiques pour la future campagne. Est-ce que vous pensez que le développement durable, les thématiques sur l'environnement vont trouver quand même une place dans cette campagne? On sait que c'est des enjeux cruciaux qui nous dépassent parfois et qui... Je ne sais pas si elles vont trouver une place, mais elles devraient, parce que les prochains députés européens vont devoir terminer la réforme de la politique agricole commune, qui sera mise en place à partir de 2021. Normalement, elle sera fait polémique, en tout cas en France. Tout à fait, mais qui normalement ne sera pas bouclée avant les élections. Moi, ça me paraît un peu difficile. Donc du coup, la question c'est la politique agricole commune, comment vous l'articulez justement avec le développement durable, la transition climatique, etc. Donc l'environnement fait partie des compétences de l'Union européenne, c'est un gros enjeu quand même, donc ça serait quand même dommage de faire une élection européenne sans parler de quel modèle on voudrait avoir. Mais on ne se fait pas forcément élire sur le développement durable. C'est peut-être le problème. Mais vous disiez tout à l'heure que les thématiques seraient probablement anxiogènes. Il faudra trouver aussi des thématiques pour un agenda positif. Et l'environnement, l'énergie, la transition, ça c'est positif. Ça explique comment est-ce que on va améliorer notre qualité de l'air, lutter contre la pollution, le recyclage. Donc ça c'est des choses qui sont très concrètes. Vos sacs bleus ou jaunes pour trier. Quand vous allez à la plage, vous allez voir qu'il y a des bouteilles plastiques partout. Comment est-ce qu'on lutte contre ça? Donc là vous avez aussi la possibilité pour les forces politiques et les partis politiques de mettre des choses qui soient positives et qui aient un avantage concret directement. Alors que la gouvernance de la zone euro, ça reste quand même assez effectif pour la plupart des citoyens. Et puis on suivra évidemment cette campagne sur TV 78. Merci Charles de Marcilly et Jean-Sébastien Lefebvre d'avoir participé à cette émission. Vous êtes respectivement responsable du bureau de Bruxelles de la Fondation Robert Schuman et chef du bureau à Bruxelles aussi du journal Contexte. Merci aussi aux techniciens du Parlement européen pour cette émission. Cette émission était la dernière de la saison, mais vous pouvez réviser cet été avec nos replays disponibles sur notre site internet tv78.com. Bonne fin de semaine à tous et puis aussi bel été à tous.